Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse consacrée cette semaine aux musiques urbaines et au sommaire également de cette émission. Anissé Dologuélé, le président de l'Union pour le renouveau centrafricain, est arrivé en tête, rappelons-le, de l'élection présidentielle centrafricaine du 27 décembre. Il présente ses ambitions pour le pays. Et puis nouvelle polémique au Sud-Soudan, polémique dont le pays n'avait pas besoin et qui concerne la création de nouveaux États. Rappelons que le Sud-Soudan est en proie à de violents affrontements depuis décembre 2013. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour débattre de ces sujets qui font l'actualité sur le continent africain. Il s'agit bien évidemment de nos éditorialistes. Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Jean-François Kondje-Kombe. Jean-François, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira. Et Samuel Gembok. Samuel, bienvenue. Merci Amira, bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Ancien président de la Banque de développement des États d'Afrique centrale, Anissé Dologuélé, le président de l'Union pour le renouveau centrafricain, est arrivé en tête de l'élection présidentielle du 27 décembre. Entre les deux tours, il a dévoilé ses ambitions pour son pays. C'est un reportage de Serge Kofi. La relance de l'économie centrafricaine, l'emploi de la jeunesse et la sécurité, voilà les chantiers auxquels promet de s'attaquer Anissé Dologuélé, le candidat de l'Union pour le renouveau centrafricain, s'il est élu à la présidence de la République. En tête au premier tour avec 23,78% des suffrages, Anissé Dologuélé a bénéficié du soutien du Kwanakwa, le parti de l'ancien président François Bozizé. L'entre-deux tours est propice aux alliances, mais le candidat de l'Union du renouveau centrafricain dit être focalisé sur le chantier qui attend le prochain président du pays. Après les élections commence une troisième transition. Le pays est dans un tel état que c'est prétentieux à un parti politique, surtout un parti jeune comme le mien, même si j'ai des alliés, de penser qu'à nous seuls on peut trouver toutes les solutions à ce pays. Il faut faire appel à toutes les compétences de ce pays, qu'elles soient dans des partis politiques, qu'elles soient dans la société civile, qu'elles soient dans la diaspora ou ailleurs. Il faut faire appel à toutes les compétences du pays. Pour Anissé Dologuélé, un développement économique équilibré et une prospérité partagée sur toutes les composantes du pays pourraient aboutir à la réconciliation dont le peuple a besoin. Il compte à cet effet sur son expérience d'économiste. Qu'un désordre militaire. Les Centrafricains vivaient en sécurité. Ils allaient et venaient à toute heure de la journée et de la nuit. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est le bien le plus précieux qu'on puisse donner à un pays. Et je dis, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, les seuls moments où le pays n'a pas connu de désordre armé, c'est quand j'étais chef de gouvernement. Parce que j'ai pris des dispositions pour que les Centrafricains commencent à se reconstruire. J'ai pris des dispositions pour que les forces de défense et de sécurité se réconcilient. Anissé Dologuélé a recueilli 291 420 voix, soit 23,78% des suffrages, devant son principal rival, Faustin Archange Touadéra, fort de 229 764 voix, soit 19,42%. Le second tour en Centrafrique est prévu pour le 31 janvier prochain et devra permettre au pays de sortir de la crise politique qui la secoue depuis 2013. Jean-François Bozizé, contraint de quitter le pouvoir et dont la candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel, est malgré tout très présent au moment de cette élection présidentielle, puisque son parti a soutenu Anissé Dologuélé et puisque le deuxième, Touadéra, a été son Premier ministre pendant quelques années. Comment l'expliquez-vous ? Alors, vous avez raison, Amira, sur les deux branches. Le Kwanakwa, c'est-à-dire le KNK, le parti de l'ancien président, est un peu partout, mais je crois que la conclusion, de mon point de vue, n'est pas exacte. On ne tient pas assez compte d'une donnée fondamentale en République centrafricaine qui a été fournie par ce premier tour des élections et qui montre qu'en réalité, aucun président d'appareil, aucun président de parti ne peut se dire propriétaire des voix des Centrafricains. Les électeurs ont déjoué tous les pronostics. Et on ne peut pas dire, notamment, que le président Bozizé a fait le deuxième tour. Bien sûr, son parti est présent dans le paysage, puisque son parti n'a pas été invalidé, contrairement à sa propre candidature. Et c'est un parti qui a toute sa place dans le paysage centrafricain. Mais je ne crois pas que ceci
et d'ailleurs ceci nous renvoie à des jeux que l'on va voir au deuxième tour, qui ont déjà commencé d'ailleurs, des jeux d'alliance entre des candidats, entre des partis, qui sont sur le terrain, mais qui sont sur le terrain en ayant oublié la leçon première que je viens de vous énoncer. Personne n'est titulaire, personne n'est propriétaire de ses voix, et s'ils ne s'en souviennent pas, je pense que les électeurs le leur rappelleront. Cela étant, je pense qu'il faut se concentrer sur la personnalité des candidats, et les deux candidats que nous avons pour les élections, pour le deuxième tour des élections présidentielles en Centrafrique, sont deux candidats valeureux, qui sont de valeur, qui ont montré qu'ils avaient des compétences, qu'ils avaient aussi des capacités de rassemblement, parce que c'est ça qui est essentiel pour le deuxième tour. Et puis après tout, le passé de ces candidats, je me demande si à Bangui et en République centrafricaine, ça intéresse beaucoup de monde. C'est d'abord tourner vers l'avant que les gens sont, et peut-être que mes amis parleront des programmes. Mais je vous laisse parler justement du programme. Jean-François, comment appréciez-vous celui d'Anissé Dolo-Guellé, puisqu'il est question de lui dans le reportage que nous avons visionné? Alors, puisqu'il s'agit d'Anissé Dolo-Guellé aujourd'hui, il a un programme qui est un programme très sérieux, qui est sur Internet d'ailleurs, ceux qui veulent aller le voir iront le voir. C'est un programme très sérieux qui est d'ailleurs décliné de la manière la plus sérieuse possible pendant cette campagne-là. Mais je crois qu'en face, il y a aussi un programme. Et les autres candidats qui ont échoué au premier tour avaient aussi un programme. Nous sommes dans un pays où tous les candidats avaient un programme, et enfin la plupart d'entre eux, et je pense que c'est un signe extrêmement intéressant pour l'Afrique d'une manière générale, mais en même temps, il faut tenir compte du fait que nous sommes en République centrafricaine où il y a eu le plus de forums, c'est-à-dire de diagnostic de la situation centrafricaine et de solutions à y apporter. C'est sans doute l'un des pays où les candidats avaient le moins de mal à constituer un programme, puisque nous avons des tiroirs et des tiroirs remplis de programmes, et je crois fondamentalement que cela ne se jouera pas vraiment seulement sur le programme. Cela va se jouer sur le style, les personnes, cela va se jouer sur les entourages, les équipes, cela va se jouer aussi sur la méthode de gouvernement, ce qu'on pourra faire, parce que je crois que ce que les Centrafricains attendent à juste titre, c'est d'abord qu'il y ait une rupture sur le plan de la méthode, sur la manière de gouverner, sur la manière d'être avec la population. Et pour les candidats qui sont là, si j'avais un conseil à leur donner, qu'ils évitent un certain nombre d'écueils, la tentation du repli, de la reconstitution de ce qui avait existé auparavant, ou la tentation simplement de l'arrogance à l'égard de la population. Nous avons une des populations sans doute les moins alphabétisées d'Afrique. Mais le premier tour a montré que ne pas être alphabétisé ne signifiait pas qu'on était idiot. Samuel, dans un pays comme la Centrafrique, où tout est à reconstruire pratiquement, quelle devrait être la priorité du futur président? Je crois que la priorité, c'est d'abord de remettre les bases, les fondements du fonctionnement de l'État, c'est-à-dire reconstituer les institutions, y apporter surtout des hommes de haute qualité. Je pense que le candidat Dolo-Guellé a montré qu'il serait très ouvert et qu'il ne se limitera pas à l'appareil de son parti, encore moins aux autres partis ou à la société civile, mais il entend s'ouvrir non seulement au-delà de ses compétences nationales, mais aussi à la diaspora, ce qui est un élément important. Et je pense que pour la construction de l'État centrafricain, il va falloir des compétences techniques du très haut niveau. Et je pense que les Centrafricains sont mieux préparés pour faire face à tous les obstacles nécessaires qui vont ponctuer ou entraver le fonctionnement de cette prise du pouvoir. Je pense qu'il a suffisamment d'éléments sur la table, et son rival aussi a des éléments. Ce sont des hommes politiques de premier rang. Ils ont été tous les deux, chacun, Premier ministre. Je pense qu'ils ont l'expérience de l'État et ils pourront jouer sur le levier de leurs expériences. Et au Soudan du Sud, le médiateur appelle à des discussions sur la répartition des États. L'annonce de la création de nouveaux États a en effet suscité une nouvelle discorde entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. Et les polémiques entre les deux factions rivales ralentissent le processus de paix dans le pays, puisque, rappelons-le, les affrontements entre ces deux camps adverses ont commencé en décembre 2013. Depuis, la situation est loin de s'être améliorée. Toujours autant de victimes et de réfugiés. À quand une sortie de crise? La question reste en suspens. Mirabel Bissou. La création de nouveaux États au Soudan du Sud se présente comme un obstacle à la réconciliation nationale.
L'annonce de la création des 28 États en octobre 2015 avait jeté un froid sur les espoirs d'union nationale dans le pays. Les partisans du chef rebelle Riek Machar parlent de la violation de l'accord de paix qui stipule l'association de leurs chefs dans les grandes décisions gouvernementales. Président de la commission d'évaluation conjointe de surveillance et médiateur de la crise au Soudan du Sud, Festus Mogae, par ailleurs ancien président du Botswana, appelle à des discussions entre les différentes parties sur la répartition des États au Soudan du Sud. Le bilan est mitigé en raison de la création des 28 États qui a été sujet de débat. Donc, tous les autres partis, autres que le gouvernement, sont contre. Nous y reviendrons à la prochaine réunion. Des millions de Sud-Soudanais continuent de vivre loin de leur maison et se sont installés dans des camps à travers le pays depuis que le conflit a éclaté en décembre 2013 entre les troupes loyales au président Salva Kiir et les soldats soutenant Riek Machar, l'ancien vice-président. Le conflit a également provoqué une crise alimentaire pour les 11 millions d'habitants du pays. Nous espérons que les partis vont se conformer à l'accord afin que la paix soit effective. Les donateurs ne sont pas venus comme avant car ils ne sont pas très satisfaits de ce qui se passe ici. Le 7 janvier 2016, le président Salva Kiir a annoncé la nomination de 50 nouveaux députés issus de la rébellion ainsi qu'un gouvernement de transition pour une durée de 30 mois. Celui-ci comporte 16 ministres du camp gouvernemental et 10 de la rébellion, conformément à l'accord de paix signé le 25 août 2015. Daouda, le Sud-Soudan n'avait vraiment pas besoin d'une nouvelle polémique en ces temps de crise. Non, pas d'une nouvelle polémique, effectivement, mais en même temps, je pense que l'accord qui est signé semble quand même aller dans le bon sens, puisque ce conflit a longtemps duré, il a fait plusieurs victimes. Ça se compte en plusieurs dizaines de milliers, les déplacés en millions plutôt. Et au moment où le pays, l'ancien Soudan, a été scindé en deux, vraiment c'est pas le moment de remettre de l'huile sur le feu, on va dire, puisque aujourd'hui le Soudan c'est le Sud-Soudan, c'est en gros un peu moins de 12 millions d'habitants. Je pense que c'est une population qu'il est possible d'orienter vers un idéal commun, c'est-à-dire la fondation d'une nation, une nation dans laquelle l'appartenance ethnique n'a pas sa place, effectivement, puisque c'est bien ça le but. Maintenant, on ne va pas revenir vers un découpage nouveau du Sud-Soudan. Ce serait, à mon avis, c'est pas indiqué du tout, puisque ça va créer d'autres conflits nouveaux. Aujourd'hui, l'indépendance a été acquise avec Salva Kiir et Riek Machar, même si leur conflit est persistant, ça doit rester entre eux, mais la population sud-soudanaise n'a pas à être victime de cela, et je pense que les Américains font suffisamment pression pour que la situation ne dégénère pas plus, parce qu'elle est très alarmante aujourd'hui, effectivement. Oui, Samuel, on peut clairement parler d'une situation alarmante, des millions de victimes et de réfugiés, on parle même d'une crise alimentaire qui serait en train de se profiler ou qui aurait carrément pris ses marques dans le pays. L'accord de paix signé en août 2015 a-t-il des chances d'aboutir sur quelque chose de concret, je veux dire par là, une véritable sortie de crise sur du court terme? Je pense que tout dépendra de la volonté et de la bonne foi des différents protagonistes. Je pense que si le partage des différents fauteuils et l'aménagement du territoire tel qu'il est organisé arrive à trouver un consensus au niveau national, je pense que ce sera un présupposé, un préalable important à la consolidation de l'accord de paix. Mais s'il n'y a pas preuve de bonne foi, s'il n'y a pas preuve de volonté politique entre les différents protagonistes, alors la signature de l'accord de paix, et même si on est presque à l'arrivée de la consolidation de cet accord de paix, il est fort probable que l'on retourne à la case de départ. On a vu d'autres accords de paix être signés et personne ne les a respectés. Le problème qui reste dans la gestion et la consolidation de la paix dans les pays africains, c'est le respect justement des accords qui ont été signés. Parfois, on signe des accords parce qu'on est sous pression. Et ce sont des accords de paix qui sont généralement achetés et beaucoup moins négociés.
Jean-François, y a-t-il véritablement une chance que le Sud-Soudan arrive à sortir de cette crise? On peut même parler d'une guerre. Est-ce que, d'ailleurs, les partenaires du Sud-Soudan se sont assez investis dans ce conflit? Je peux parler de l'Union africaine, par exemple. Oui, il est très très difficile de répondre à une question comme celle-là, puisque depuis le premier jour de son indépendance, le Sud-Soudan n'a jamais été en paix, et les Sud-Soudanais n'ont jamais pu bénéficier de cette indépendance qui pourtant avait été réclamée pour leur bénéfice. Mais, et je pense fondamentalement que le vrai problème, le premier problème du Sud-Soudan, c'est son équipe gouvernante, c'est ses équipes gouvernantes et c'est ses élites. L'Union africaine, qu'est-ce que l'Union africaine peut faire? L'Union africaine a essayé toutes les solutions. Je pense que, pour être bref, l'Union africaine aurait d'abord, il y a une question de principe qui se pose au Sud-Soudan, c'est la question des frontières. La question de l'intangibilité des frontières en Afrique. Et je pense que l'Union africaine a déjà donné un mauvais signe lorsqu'on avait créé le Sud-Soudan. On pouvait comprendre que c'était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais si on se met à nouveau à disséquer le Sud-Soudan, là on donne un signal, un très mauvais signal, dont les répercussions vont se remarquer pas très loin, en République centrafricaine, au Mali ou ailleurs. Au Niger, pourquoi pas, partout où il y a des populations irrédentistes qui veulent réclamer leur indépendance. Je pense que si l'Union africaine a une action à faire et où elle doit être ferme, c'est la réaffirmation de la question des frontières. On ne refait plus les jeux. On ne refait plus les jeux parce que sinon on va mettre l'Afrique à feu et à sang. Et puis, sur les accords... moi, j'ai une opinion qui peut s'énoncer très très brièvement. On voit très bien qu'il n'y a pas de bonne foi. On en est au 10e accord dans cette zone-là. Et on en est dans ces hypothèses où les chefs de guerre se servent des accords comme une sorte de ruse de guerre, pour attendre jusqu'à ce que les armes leur donnent le pouvoir. Et c'est pour ça, en revenant sur ce que je disais tout à l'heure, le problème du Sud-Soudan, c'est ces hommes politiques. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On a tout de suite.